Je suis Axel Jean, le chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée. Dans mon équipe, on s'occupe notamment des sujets autour de l'intelligence artificielle. Et je suis avec mon collègue. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Barillot, je suis chef de projet territoire numérique éducatif et développement des compétences numériques à la DNE. Donc on va vous proposer un rapide aperçu de sujets, des enjeux, de l'actualité IA et éducation. On ne prétend pas qu'on couvrira l'ensemble des sujets et on restera à vos dispositions, notamment demain sur le centre du ministère et à distance par email si vous voulez pour continuer à échanger. Donc un grand merci à vous qui êtes présents. On salue nos collègues, on salue les DRAN, les DRASI qui sont présents avec nous. Sur l'IA, très rapidement, on sait qu'on a un sujet qui irrigue tous les pans de la société et qui s'irrigue, qui s'enrichit de très nombreux secteurs tels qu'ils sont exposés sur le support. Donc naturellement les sciences cognitives, les mathématiques, on y pense naturellement, la physique aussi, sur des avancées. Et le L qui se retrouve en haut à gauche, c'est la clé nouvelle depuis les IA génératives autour du langage. Donc ces sujets-là, vous le savez, depuis 2018, on avait eu un rapport porté par Villani, Cédric Villani, AI for Humanity, qui avait un excellent titre et qui est toujours de rester sur la cohérence des sciences et des sciences, toujours au service de l'humanité. Et donc en aucun cas, une humanité asservie à des technologies, aussi scientifiques soient-elles. Ce rapport était un trait de lumière très en avance de phase sur l'accélération qu'on constate depuis la disponibilité des IA génératives. Et naturellement, on a une stratégie du numérique pour l'éducation portée par le ministère qui est proposée et qui a été actuellement renforcée, en particulier suivant les besoins de la data et de l'IA. Donc on vous invite à parcourir et que sans doute la plupart d'entre vous, vous connaissez. On s'aligne aussi avec nos collègues européens dans le Digital Education Action Plan parce que les Européens ont les mêmes problématiques que nous, mais surtout ont les mêmes valeurs que nous. Et il est bon, dans ce monde qui bouge très rapidement, de savoir avec qui on peut continuer à travailler, avec qui on peut décider de rester sur un socle de valeurs qui n'est pas négociable. Et donc parfois, très à l'ouest, vers le Far West, et très à l'est, dans l'extrême est, on n'a pas le même socle de valeurs. Et donc il est bon d'être bien entouré et de savoir qu'on peut compter entre Européens sur des technologies qui restent au service des humains. On s'appuie sur les rapports de l'UNESCO avec des prescriptions extrêmement intéressantes naturellement autour de l'éducation. On a aussi les rapports de l'inspection générale du Sénat, enfin de très nombreux rapports qui permettent d'éclairer les choix d'un ministère et sur lesquels on s'appuie pour progresser et avancer et proposer aux collègues, avec les DRAN, avec les DRASI, avec les inspecteurs, les formateurs et les professeurs, le chemin complexe de ce que devrait être une IA en éducation. Et récemment, nous avons publié un cadre d'usage en juin qui définit l'IA, expose ce qui peut être fait avec de l'IA et expose aussi clairement ce qui ne doit pas être fait avec de l'IA. Alors, on fait très simple. Sur ces sujets sensibles, IA éducation, la question n'est jamais de répondre sur ce que peut faire l'IA. Jamais. La question est toujours de répondre sur ce que doit faire l'IA quand il s'agit d'éduquer. Or, nous, on est sur une situation extrêmement simple au ministère de l'Éducation nationale, simple parce que la situation est complexe, c'est qu'on n'a aucun doute, l'humain est premier, et on a zéro doute sur le fait qu'on n'apprend jamais mieux qu'entre humains. Donc le petit humain apprendra au contact de plus grands humains et au contact de ses pairs, et on s'appuiera sur des technologies qui sont très utiles pour qu'il progresse. Et on s'appuiera progressivement sur des technologies qui reposent sur de l'IA. Il y a un moment, il n'y a pas d'usage du tout de l'IA, la maternelle, et quand on va jusqu'à la terminale et le supérieur, il faut un usage massif de l'IA, parce que si ça n'est pas abordé à l'école, alors ça ne sera jamais abordé. C'est le moment où je vérifie que c'est bien le bon bouton pour basculer de diapo. Alors, très rapidement, il y a des éléments que vous connaissez, mais juste quelques extraits. Le Sénat, très tôt, l'année dernière, publie des éléments, des recommandations. Donc on avait été auditionné le ministère, mais plein d'autres institutions, la chaire RELIA, Ressources éducatives libres, IA de Colin de la Higuera à Nantes, chaire UNESCO, avait été auditionnée sur qu'est-ce qu'il pourrait être une IA respectueuse des valeurs humaines et au service des humains. Dans les recommandations du Sénat, il y avait le point de dire qu'il serait bon qu'il y ait un cadre d'usage, par exemple, typiquement. Donc en fait, nous, on regarde ça et les sénateurs qui ont beaucoup travaillé les sujets autour de l'IA nous guident aussi sur ce qu'on pourrait faire de manière efficace. Dans le côté droit de la diapo, vous avez juste cet extrait du rapport du Sénat qui indique le taux de pénétration extrêmement rapide pour bien témoigner, illustrer l'accélération que nous avons connue à l'apparition de ChatGPT. Donc ChatGPT rentre dans le paysage
sur des technologies anciennes, mais ils produisent un service qui est extrêmement simple en appropriation. Il n'y a pas besoin de lire les tutoriels et tout d'un coup les gens s'en servent. Donc 50 millions d'usagers en un mois, c'est le record absolu de pénétration. Naturellement, cette pénétration-là, elle vient dans tous les secteurs de la société. L'école est forcément impactée. Sur la diapo suivante, on voulait juste rappeler, à partir d'un autre rapport récent, les usages des IA génératives. Là, on a un enjeu majeur quand on est chargé de formation, et donc au ministère, mais aussi en académie, avec à nouveau les DRAN, les DAN, les formateurs, les inspecteurs, de se dire qu'est-ce qui se passe dans cette diapo. On constate un usage majeur, massif, presque systémique des IA génératives, et évidemment, plus on monte dans les âges, moins on a d'usage. Donc là, il peut y avoir une distinction très forte avec un public qui est chargé de former les jeunes publics qui n'ont pas du tout les mêmes usages, et s'ils n'ont pas les mêmes usages, ils n'ont pas non plus les mêmes représentations des potentialités de l'IA. Je ne simplifie pas le discours. Quand on dit usage de l'IA, on ne dit pas que l'usage est pertinent. On constate juste usage massif et systémique de l'IA pour tout faire. Et par l'IA, on est dans une configuration très particulière et qui perturbe beaucoup le monde enseignant. C'est qu'est-ce que font les IA génératives? Elles produisent des volumétries gigantesques de textes, d'images, dont on ne critique pas suffisamment la qualité de ce qui est produit. L'enseignant, qui est le détenteur du savoir et le transmetteur du savoir et qui est le garant des savoirs transmis à construire avec les élèves, est forcément perturbé par ce concurrent que sont les IA génératives, que les élèves sollicitent massivement sans suffisamment les questionner. Et en parallèle, les enseignants questionnent beaucoup ces nouveaux services-là sans suffisamment les utiliser pour comprendre les potentialités aussi. Donc force et faiblesse de ces modules-là. Dans le rapport de l'inspection générale que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, en fait, voilà les déclarations de l'année dernière de la part des professeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Évidemment, très peu d'usage. Alors, beaucoup d'enseignants sont pionniers, et c'est très bien ainsi. Beaucoup d'académies sont pionnières, et c'est très bien ainsi. Elles courent très loin devant, très en avance de phase sur ce que propose un ministère. C'est bien ainsi, mais ne nous trompons pas, ces pionniers sont minoritaires. Et donc, c'est ce que vous trouvez dans le rapport de l'inspection générale. Ce qu'on se dit au ministère, c'est que quand tout bouge, quand on est en phase des accélérations telles qu'on la connaît actuellement, tout peut bouger, et il faut accepter ce qui est très désagréable et sur lequel les gens chargés d'institutions en charge de responsabilité de formation, on n'apprécie pas trop que tous nos repères bougent, que nos fondations bougent. Et il y a une clé qui est celle sur laquelle notre directeur nous rappelle systématiquement, Audran Le Baron. On doit être centré sur l'utilisateur, professeur et élève. Donc quand tous nos éléments bougent, si on fixe comme point de repère pivot le professeur au service des apprentissages des élèves, alors on peut accepter que tout le reste bouge. La différenciation, l'évaluation, les connaissances, etc. On sait que tout ça bouge parce qu'on est encore en phase d'accélération. Les modalités d'accès au savoir, quelle que soit la qualité du savoir, sont encore en cours de transformation extrêmement profonde. Mais notre centre d'excellence et de cohérence dans la durée, c'est de se dire, suis-je centré sur les professeurs et les élèves quand je développe des services, des formations, des modules de compréhension de monde des différentes disciplines, alors c'est notre meilleur moyen. On ne dit pas que ce soit confortable. On dit qu'on doit accepter aussi de lâcher prise et se dire que parfois on prendra des décisions en zone d'incertitude. Alors on ira sur des IA au service des apprentissages. On devra apprendre les sujets d'IA et mon collègue en parlera de manière nombreuse. Et on peut aussi changer nos pratiques avec l'IA. Ça, c'est les trois pôles principaux. On est passé l'année dernière d'un moment où le ministère voyait bien qu'il y avait un sujet, l'IA générative, très grands usages par les élèves, très grand sujet de formation pour nous, et il était temps de disposer de lignes directrices, d'un cadre d'usage. Ce que nous avons fait, et c'est plutôt innovant d'avoir procédé ainsi, c'est qu'on a fait une consultation nationale, et on a consulté toute la communauté éducative pendant 6 mois, à partir d'un document martyr, le document de la DNE, de l'Inspection générale, du secrétariat général et de la DGESCO et du réseau Canopé, on avait jeté sur le papier en disant voilà ce que devrait être un cadre d'usage. Dedans, naturellement, et sans grande surprise et sans innovation, on rappelait les valeurs démocratiques, les valeurs de l'école de la République. Cela ne change pas. L'outil vient nous enrichir, parfois nous perturber, parfois nous contrarier, mais les valeurs de la République et les valeurs de l'école sont les mêmes. Donc on réaffirme ces éléments-là. Les éléments de loi sont réaffirmés. Vous devrez rester conforme au RGPD. Depuis 7 ans, on doit l'être. Donc ces éléments-là sont posés en éléments. On redéfinit correctement le fait qu'on s'adressera uniquement, on se focalisera sur les IA génératives. Ce qui relève des IA d'autres générations ne sont pas concernés. Les systèmes experts très anciens mais très performants
reste valide, il n'avait pas besoin d'un cadre d'usage, mais pour les IA génératives, on a besoin de ce cadre d'usage. Et donc, on fait une consultation pendant 6 mois, parents, professeurs, représentants des élèves, scientifiques, représentants des collectivités territoriales de tous les niveaux, DRAN, DRASI, donc les collègues qui sont en charge du pilotage sur les territoires du point de vue pédagogique ou du point de vue technologique. Inspection générale, naturellement, les chercheurs, je l'ai dit. Bon, bref, une consultation comme on n'en avait jamais faite au ministère. Et on a été très agréablement surpris par la très grande prise en main des propositions qui ont été faites et on n'a pas été déçus par le nombre de corrections qui ont été suggérées par cette consultation. Donc le document cadre d'usage que j'espère vous avez lu, sinon on vous invite évidemment à le lire, présente l'immense originalité d'avoir été co-construit par la communauté éducative. Donc en gros, c'est l'instantané des expressions de besoin de l'ensemble de la communauté. Les parents d'élèves, vous comprenez bien, n'ont pas les mêmes représentations que les lycéens, qui n'ont pas les mêmes représentations que les syndicats d'enseignants, que les syndicats d'agents, que les chercheurs, etc., etc. Donc le cadre d'usage tel que vous le lisez est un point d'équilibre abouti, fort de la consultation. Ce n'est pas l'intention initiale de la direction du numérique pour l'éducation. Comprenons bien que cette modalité est la meilleure modalité démocratique et la méthode est plus intéressante parce qu'on itérera le nombre de fois qu'il le faudra du fait de l'accélération encore en cours autour des IA génératives. Donc on a un objet qui précise ce qu'est le sujet abordé, les IA génératives, rappelle les règles qui sont assez évidentes et ensuite prescrit voilà ce qui peut être fait avec de l'IA et voilà ce qui ne doit pas être fait. On insiste sur un point central, c'est que le ministère envoie le signal, ce qui n'allait pas de soi, de dire on fait confiance aux enseignants pour s'emparer des potentialités de l'IA générative. Mais on alerte sur des lignes rouges à ne pas franchir. J'en prends une très très simple. L'enseignant, pour des élèves mineurs, n'a pas à faire créer des comptes sur des IA génératives grand public. Tout simplement parce que ce n'est pas conforme RGPD. Donc on fait des éléments relativement simples de guidance, de conseil, pour dire voilà ce qui peut être fait, mais on insiste bien, on fait confiance aux professeurs, emparez-vous des potentialités des IA génératives, parce que ces éléments sont là, l'IA est là, et cette révolution industrielle faisant son opération de transformation profonde de la société, le rôle de l'école, c'est de former des citoyens suffisamment éduqués pour faire des choix éclairés, pour aller vers leur autonomie, leur choix. Mais si l'école n'aborde pas ces sujets, à cause de ça, et des foules d'IA et d'algorithmes qui sont proposés par les titans de la tech, dont le but n'est pas d'élever le niveau intellectuel de nos élèves, sinon on le saurait. Si ça n'est pas abordé à l'école, la question est qui le fera, et la réponse angoissante, c'est personne. Donc les titans de la tech adressent nos élèves en permanence pour les laisser captifs de leur service, pour faire des gentils consommateurs. Et l'école peut accepter ça, à condition qu'on ait une surcouche autour de citoyens éclairés, suffisamment armés, pour décider ou pas de se servir dans la durée de ces services-là. J'ai un peu débordé, mais les diapos suivantes précisaient. Donc voilà, l'objectif qu'on vise, des intentions, rappeler les valeurs d'abord, ensuite préconiser ce qu'on peut faire, bien indiquer que les professeurs doivent s'emparer de ces sujets-là. Et on fait une distinction majeure entre les IA génératives grand public et celles qui sont développées spécifiquement pour l'éducation. On a rallié la recommandation de l'UNESCO qui dit qu'il n'est pas sage, prudent, que les élèves de moins de 14 ans utilisent des IA génératives grand public. En revanche, des systèmes qui seraient développés par une académie, par le ministère, dans le cadre d'un partenariat d'innovation dont je vais parler, là, sous le contrôle et la responsabilité intégrale, on contrôle quels algorithmes, quelle base d'entraînement, on ouvre le capot régulièrement, on fait de la recette, on a une évaluation scientifique. Bien sûr qu'on peut se servir très tôt des IA génératives. Et soyons très clairs, l'éducation, l'éveil sur l'éducation aux médias et à l'information à l'ère des IA génératives doit être abordé dès l'école élémentaire. Dès l'école élémentaire, parce que les élèves sont en permanence exposés à des productions d'IA génératives et on a été tous focalisés sur la production de textes très impressionnantes. Mais c'est sur l'image que le danger est majeur. L'image est devenue tellement photoréaliste sur la production des IA génératives, y compris l'image animée, que surtout maintenant, il ne faut plus croire ce que l'on voit. Et ça, il nous faut faire questionner très régulièrement avec nos élèves en classe, très tôt, faire travailler 4-5 images en histoire. Parmi elles, il y a 3 intrus. Vous mettez en groupe de 3 et vous allez essayer de trouver lesquels. Et vous allez argumenter. Et donc, on va revisiter l'EMI à la puissance
et avec la crispation, le côté aigu que nous oblige à aborder les IA génératives. Si ce travail-là n'est pas fait en classe, ce n'est pas les élèves seuls qui le feront. Même, je suis sûr que entre nous, si on faisait un test sur 20 images dans lesquelles je mets 3 intrus avec des IA génératives, personne ne trouvera les 3 intrus. L'image est devenue tellement photoréaliste, c'est fini les 10 doigts sur une main, c'est fini les jambes qui se croisent dans le mauvais sens, etc. C'est terminé tout ça. On fait avec, si je capte 2 secondes de votre conversation, je suis capable de vous faire parler sur n'importe quel langage actuellement, tellement que les technologies ont évolué. Ça doit être abordé à l'école, parce que les enjeux sont colossaux et ils ne peuvent être abordés qu'à l'école. Voilà ce qu'on a fait dans ce cadre d'usage, poser ces éléments-là, et l'exploit du ministère, c'est que le document hors accompagnement et référence bibliographique, ça tient en 3 pages. Donc pour une fois, le ministère a dit des choses de manière très très concise et on l'espère très guidante. On continuera à travailler sur ces éléments-là. Fort du retour des parents d'élèves et des élèves, on a fait remonter très haut le côté frugal, écologie, développement durable, de rester dans un monde qui soit durable parce qu'on utiliserait les technologies quand il y a une plus-value. Très clairement, pour tenter de résoudre les grandes problématiques actuelles, le traitement du cancer, les impacts climatologiques, bien sûr qu'il faut se servir de tout le potentiel des IA technologiques jusqu'au bout. Pour faire des petits chatons sur l'épaule de mamie 10 milliards de fois, peut-être que ce n'est pas une nécessité. Et donc, à nous, à l'école, de se dire, quand il s'agit de se divertir jusqu'à la mort, peut-être qu'on pourrait éviter d'utiliser des IA génératives. Quand il s'agit de traiter des cancers, comme ça a été fait dans le cadre du prix Nobel attribué en 2024, prix Nobel de physique au papa de l'IA, Hinton, et au laboratoire Google pour déplier des molécules pour chercher des traitements contre le cancer, bien sûr qu'il faut se servir de cette technologie. Donc un usage frugal, et les lycéens étaient très très matures, je le dis simplement plus que nous, sur ces sujets-là, de dire quand on peut, quand c'est nécessaire, quand c'est utile pour l'humanité, AI for Humanity de Villani, alors oui, tout le potentiel, et quand c'est juste pour rigoler, bah peut-être qu'on pourrait arrêter d'être juste dans la dispersion de ressources qui coûtent beaucoup d'énergie et qui consomment beaucoup trop de ressources. On insiste sur l'EMI, l'EMC, c'est un point central. Donc vous retrouvez ce cadre d'usage et ces éléments-là ont vocation et sont déjà ouverts à la critique, à l'amélioration, parce qu'on sait que le produit est un produit qui doit être remis sur l'établi en permanence. Il doit être précisé, fort des retours des équipes académiques, des praticiens de terrain, des formateurs. On fera mieux, mais au moins il est là. Il se trouve qu'en Europe, on observe, il y a 4-5 pays maintenant qui ont ce cadre d'usage. Ça nous semblait indispensable. On est passé du silence du ministère à voilà nos préconisations, nos recommandations, nos conseils. Donc ces éléments-là auront vocation à évoluer, comme je l'ai dit, et nous, on est plutôt très satisfaits de la modalité, de la consultation. Finalement, ces objets-là sont des objets qui doivent être discutés avec tous les acteurs du monde éducatif. L'autre modalité, c'est intéressant d'avoir un cadre d'usage, mais nous, le ministère, on fait développer aussi des services qui s'appuient sur les technologies d'IA. Donc, dans une des modalités, c'est le partenariat d'innovation en intelligence artificielle, porté par les fonds France 2030, avec la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, le ministère, aidé par une instruction avec les équipes académiques, les DRAN, l'inspection générale, la DGESCO, la DNE et les chercheurs. On a qualifié les meilleurs services qui nous permettent d'enseigner le français, les mathématiques et la grande nouveauté, les langues vivantes, en s'appuyant sur l'IA. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On développe des services, on fait développer des services étayés par la science et la puissance de frappe des industriels, des EdTech, à faire des objets industriels conformes à tous les attendus. RG2A pour une meilleure inclusion, respect strict du RGPD, cybersécurité, des éléments très simples à verbaliser, extrêmement simples à réaliser industriellement, extrêmement complexes à réaliser industriellement. Donc on a un trinôme, recherche, EdTech pour passer à l'objet industriel et professeur, parce que le partenariat d'innovation, une fois qu'on qualifie les meilleurs sur le papier, ça commence par une phase de co-construction en classe avec les équipes volontaires. Donc sur tout le territoire, les académies volontaires sous l'autorité des DRAN et des DRASI peuvent s'engager, co-construire avec nous des services, ce qu'on a qualifié d'après nous les meilleurs, 2 en français, 2 en mathématiques et 2 en langue vivante, et fort des retours de la part des usagers professeurs, donc l'idée d'être centré sur les utilisateurs, on va stabiliser des services qu'on proposera et qu'on mettra à disposition au niveau national. Voilà en quelques minutes les titulaires qu'on vient de qualifier. Et comme vous le voyez, il y a des entreprises, et vous allez évidemment repérer des grands laboratoires de recherche qui vont forger une intention que nous avons qualifiée ensemble, mais qui vont être co-construites avec les équipes académiques volontaires. On est preneur d'équipes académiques ou de professeurs qui voudraient aussi tester ces services-là. Il y a 15 mois de tests. Alors je remercie vraiment de manière appuyée les DRAN et les DRASI qui sont ici. Sans eux,
D'abord, on n'aurait pas qualifié les ressources qu'ils ont instruit avec nous. Et sans eux, on ne pourrait pas forger des services qui soient centrés sur l'utilisateur des professeurs au bénéfice des apprentissages des élèves. Ça, c'est ce qui est actuellement disponible. Le ministère travaille avec les équipes académiques à nouveau à construire un futur partenariat d'innovation qui s'appellera Geste professionnel assisté par IA, qui a quelques particularités rapides. Donc on a rédigé ces éléments-là. Première chose, l'entrée ne sera pas disciplinaire cette fois-ci. Donc quelle évolution, quelle assistance pour la correction des copies, gérer, évaluer un oral qui soit fait avec 5 élèves sur un exposé. Vous voyez, ces choses qui sont extrêmement complexes à aborder. Un assistant qui viendra compléter les gestes professionnels. Donc sans entrée disciplinaire. Deuxième particularité, de l'école jusqu'à toute l'université. Troisième particularité, à l'issue de ce marché public-privé, l'ensemble du service développé sera internalisé et intégré sur les services du ministère comme un commun, comme des ressources éducatives libres pour être précis. Et pour qu'Isabelle Masseran me dise c'est pas un commun, tu as raison, ce sont des ressources éducatives libres, mais là on aura accès aux algorithmes, au code source d'entraînement, on aura notre main et on pourra le modifier et le faire perdurer bien au-delà de la temporalité d'un marché public classique. Voilà ce sur quoi on travaille au ministère. Donc c'est des éléments sur lesquels on est ravis de travailler. Et ces éléments-là sont sur l'avenir, mais par chance, on a aussi d'autres services qui fonctionnent. Exactement, si tu me permets de compléter, Axel. Simplement pour vous dire que parmi ce qui est mis à disposition des établissements scolaires aujourd'hui, le ministère met à disposition de l'ensemble des lycées généraux, technologiques, professionnels, une ressource qui s'appelle MIA Seconde, qui est fondée sur des algorithmes adaptatifs à des fins de remédiation en français et en mathématiques, à destination de l'ensemble des élèves de seconde et de leurs enseignants et enseignantes. On ne va pas développer davantage de sujets, mais sachez que vous pouvez bénéficier sur le salon d'une présentation de la ressource demain matin par les développeurs de cette ressource, donc Evidence B et DocaPost. Donc c'est demain matin. Voilà, donc on a déjà ces ressources-là, et puis pour ceux qui sont dans la salle qui connaissent, un premier partenariat d'innovation de l'intelligence artificielle avait été développé en cycle 2, et par exemple la ressource la plus connue avait été portée par l'Alilo, que vous avez sans doute identifié, que vous avez sans doute accompagné, mais qui atteignait quand même le tiers des enseignants de France s'en servaient pour situer le niveau d'appropriation de la part des professeurs et de satisfaction. Avec nos collègues européens, je l'ai mentionné initialement, on partage des valeurs et on se creuse les méninges pour trouver des solutions aussi, pour dire comment on pourrait former massivement tous nos professeurs. Se mettre d'accord au sein d'un ministère, c'est jamais gagné. Se mettre d'accord à 5 ministères, France, Italie, Irlande, Slovénie, Luxembourg, c'était une sacrée gageure. Je salue ma collègue ici, Evelyne Huré, qui a été la chef de projet du partenariat du AI40, Artificial Intelligence for and by Teachers, un projet européen, et Alain Thier qui en était le papa. Ce projet-là, à 5 ministères, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut savoir, comment on peut définir l'IA en éducation et qu'est-ce qui est indispensable de savoir. Ça a donné une qualification par l'Union européenne, nous qualifier sur un Erasmus plus K3, un MOOC, donc un objet qui en 6 à 8 heures propose d'avoir le niveau 1 de IA et éducation. Et c'est complété par un Open Textbook porté par la chaire INRIA, les ingénieurs pédagogiques d'intégration, c'est INRIA qui a fait ce travail-là. Et l'Open Textbook a été porté par la chaire UNESCO Ressources éducatives libres IA, pilotée par Colin de la Higuera. L'Open Textbook permet d'aller jusqu'à un niveau 2. Donc là, vous avez 2 objets à vos dispositions, ouverts à tous, modifiables par tous, co-construits par 5 ministères et 17 partenaires. Petit exploit, dont le grand mérite relève à Evelyne Huré, qui est présente ici de France Éducation Internationale, parce que piloter 5 ministères, c'est compliqué. Donc cet objet-là est disponible, vous le retrouvez sur France Université Numérique. 50 000 professeurs ont fini, c'est très très loin de la cible qu'il faudrait. Et nous, on invite tout le monde à parcourir cet élément-là. Ça permet d'avoir un socle commun au niveau européen. Cette même équipe, Italie, Irlande, Slovénie, Luxembourg, France, a été ralliée par l'Espagne et la Lituanie pour envisager la suite. AIDL, quelle évolution de la littératie, la data literacy, à l'ère des IA génératives. Et donc, on va travailler avec ces 2 pays supplémentaires pour proposer des modules de formation pour développer, faire augmenter la culture, toujours sur des fonds européens. C'est problématique, la bonne taille pour trouver des solutions, en tout cas, se frotter, discuter, confronter nos idées avec nos collègues européens est un immense atout pour le ministère français. Par ailleurs, les questions en zone d'incertitude sur les IA génératives, le ministère n'a pas toujours les solutions, n'a pas toujours les réponses parce qu'on est en zone grise sur laquelle on ne sait pas toujours dans quelle direction il faut aller. Donc il y a 3 ans, avec mon équipe, on a ouvert la communauté de réflexion en éducation sur l'IA qui est disponible sur Magistère, qui vient de faire une transition vers Magistère 2. Donc je salue mes collègues Clément Fantoli et Sarah Mouda qui pilotent ce dispositif. Qu'est-ce qu'est la CREA ? C'est un espace, une communauté apprenante où les collègues de tous
tous les collègues de France peuvent se poser des questions et d'autres collègues viennent leur répondre. Et on choisit ensemble le meilleur chemin en SVT, en biologie, en histoire, en philosophie, quand on fait un travail en BTS, etc., etc. Première chose, une zone d'échange, une agora, où on vient avec les questions et les seules mauvaises questions, c'est celles qu'on n'ose pas poser. Et il se trouve que les collègues, par exemple, la consultation sur le cadre d'usage, les propositions de la CREA étaient fantastiques et très très aidantes pour stabiliser le cadre d'usage. Deuxième élément dans la CREA, c'est qu'on y trouve des ressources qualifiées. Donc l'idée, à l'ère des IA génératives de l'accélération, c'est pas de trouver des ressources, c'est d'en trouver peu et des pertinentes. Donc on fait les 10 articles scientifiques à absolument lire, les 10 livres, les 10 MOOC. Vous voyez ces éléments-là, non pas 4000 ou 30 000 comme ça sort tous les jours. Il y a trop d'informations, là on fait une qualification. Voilà ce qu'on trouve dans la CREA. Et on vous invite évidemment à la rejoindre, à la modifier, à la faire évoluer. Je crois que c'est à moi. Vous le savez, le développement des compétences numériques des élèves est aujourd'hui inscrit à l'école dans les programmes. Il est mis en œuvre dès l'école primaire. Il se matérialise par une attestation de sensibilisation au numérique en 6e, puis par un développement des compétences numériques inscrit dans les enseignements qui concernent l'ensemble des disciplines, et des grands temps forts que sont la certification PIX en 3e et en terminale. Axel a rappelé à juste titre les usages massifs que nos élèves aujourd'hui ont de l'IA générative en particulier. Et c'est pour construire un usage raisonné des technologies d'IA qu'il a été annoncé par la ministre d'État Elisabeth Borne lors du pré-sommet sur l'IA en éducation en février dernier, une formation obligatoire à l'IA, enfin aux IA génératives en particulier, pour l'ensemble des élèves de 4e, de seconde, mais qui concernera aussi les premières années de CAP. C'est quelque chose quand même d'assez important, de pouvoir former l'ensemble d'une génération d'élèves. Je pense que ça place la France et le ministère de l'Éducation nationale en particulier dans une position de pionnier de cette inscription obligatoire, de cette formation obligatoire à l'IA. Et la particularité de cette formation à l'IA, c'est qu'elle se fera sur la plateforme PIX, puisque vous le savez, le ministère travaille de manière très étroite avec le GIP PIX sur cette question du développement des compétences numériques, de leur évaluation. Au bureau TN1 de la DNE, on travaille sur l'accompagnement des politiques publiques numériques pour l'éducation, et donc tout cet accompagnement il repose sur un cadre légal que je vais vous exposer aujourd'hui. Si vous êtes un fin connaisseur ou une fin connaisseuse des politiques éducatives numériques pour l'éducation, vous connaissez forcément l'article L312-9 du Code de l'éducation qui guide et qui stipule donc les dispositions qui sont mises en œuvre dans notre système. Cet article, il faut se rappeler qu'il a été modifié par la loi SREN, sécuriser, réguler les espaces numériques en mai 2024, et que le législateur a jugé bon d'inscrire dès mai 2024 la nécessité de former aux intelligences artificielles et surtout aux risques qu'ils posent. On a parlé de la consommation que les élèves ont, qui soit une consommation active en utilisant eux-mêmes les IA génératives, mais aussi une consommation passive, être exposés à des contenus qui ont été générés, qui contiennent des biais et que les élèves doivent être en mesure de décerner. Donc, la base légale, elle se trouve là. Nous, cette base légale au ministère, on la transforme en circulaire, et vous savez, si vous êtes enseignant, personnel de direction, inspecteur ou inspectrice, qu'elle repose donc sur une note de service qui, la dernière date du 23 octobre 2024. Cette note de service, elle va être actualisée pour inscrire l'obligation de passation des parcours PIX-IA, donc une nouvelle version qui va paraître dans les prochaines semaines. Je vous invite à être curieux sur les BO de l'éducation nationale qui paraissent et qui sont publiés. Un autre élément important, tout de même, vous le savez, les compétences numériques, elles sont définies par des cadres qui sont eux-mêmes inspirés de référentiels européens, le DIGCOMP, Digital Competence Framework, et le DIGCOMP EDU. On va parler aussi de cadre de référence des compétences numériques pour l'éducation, pour les enseignants. Ces cadres, ils datent de 2019. Les référentiels européens, eux, ils évoluent pour prendre en compte justement l'intégration des compétences liées aux IA, et nécessairement, on va devoir inscrire les compétences liées aux IA dans ces cadres, sans forcément tout casser et les transformer complètement. Néanmoins, sachez qu'on aura un travail d'actualisation à mener sur les cadres de référence pour y inscrire les compétences spécifiques liées à l'IA.
Un élément aussi important pour vous, puisque j'ai parlé de programmes disciplinaires et de programmes transversaux. Vous savez que dans l'enseignement secondaire, en particulier au collège et au lycée, on a un socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui régit on va dire les compétences que l'on attend d'un citoyen ou d'une citoyenne. Vous savez que le numérique est inscrit dans ce socle commun de connaissances de compétences depuis 2015 et que ce socle, il fait l'objet actuellement de discussions, il a fait l'objet d'une consultation en vue de son actualisation. Dans les documents qui ont fait l'objet d'une discussion, le numérique est identifié comme un des 12 enjeux de culture commune. Donc ce document, il n'est pas figé, il fait encore l'objet de discussions, comme je l'ai dit, mais néanmoins, sachez que voilà, le numérique est davantage inscrit et davantage renforcé en termes d'enjeux de culture commune à maîtriser pour nos élèves, et que l'intelligence artificielle en constitue l'un des aspects extrêmement importants. Maintenant qu'on a posé ce cadre, revenons sur l'objet, le véhicule, à savoir les parcours PIX-IA. Le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, est-ce qu'il y a des utilisateurs ou utilisatrices de PIX dans la salle? Il y en a quelques-uns tout de même. J'ai presque envie de vous dire, oubliez les questions PIX que vous connaissez. Pourquoi presque? Parce qu'on va être sur quelque chose d'assez différent. L'idée n'étant pas d'évaluer, d'auto-évaluer les compétences, mais bien de former, d'être sur le contenu de formation, des modules de micro-formation. Pour ça, on aura un parcours qui sera en 2 temps. Et ça, c'est vraiment une nouveauté sur laquelle le GIP-PIX travaille très fortement. D'abord, vous aurez une petite partie PIX classique avec des questions-réponses permettant d'établir un diagnostic de niveau de maîtrise, de connaissances et de compétences qui sera suivi d'un module personnalisé en fonction du diagnostic réalisé en partie 1 qui va concerner donc les grandes thématiques liées à l'IA dont je vais vous parler ensuite. Sachez aussi que tout l'enjeu des parcours qui sont réalisés sur PIX aujourd'hui, c'est à la fois donc de développer, mais aussi de valoriser les compétences numériques des élèves à travers la certification, mais aussi l'attestation, je vous en ai parlé, et je vous en reparlerai juste après. Donc concrètement, petit teaser, je ne vais pas vous faire la démonstration d'un parcours PIX-IA aujourd'hui, néanmoins je sais que si vous êtes allé sur le stand de la région académique Île-de-France et de la DRAN, vous avez pu avoir l'occasion d'avoir un petit teaser, sneak peek de ce à quoi le parcours PIX-IA va ressembler. D'abord donc une première phase de diagnostic, suivie d'un programme personnalisé, j'en ai parlé ici, qui va permettre à l'élève de développer les compétences et les connaissances liées à l'IA sous 3 grands objectifs. D'abord, la première, c'est que les élèves soient en mesure de comprendre ce qu'est l'IA, comment elle fonctionne, donc construire des savoirs d'ordre scientifique. Le deuxième objectif, c'est de permettre à l'élève d'être en mesure d'utiliser l'IA de manière sûre, de manière éthique. Et donc pour ça, on amènera les élèves à construire un prompt ou à améliorer des prompts. Et le troisième point, qui constitue pour nous, je pense, l'enjeu le plus important de cette formation à l'IA, c'est que les élèves soient en mesure de comprendre l'impact qu'a l'IA en termes notamment environnemental, vous le savez, mais aussi en termes sociétal, et surtout quelles sont les limites de l'IA aujourd'hui. Donc 3 grands objectifs qui sont traités. L'enjeu, Axel l'a rappelé, c'est la massification de la formation. Il y a urgence à former aux usages raisonnés de l'IA. Pour ça, une priorisation des contenus qui seront livrés par le GIP-PIX a été opérée. Et donc, afin de constituer un socle commun de connaissances et de compétences de l'IA, de niveau novice et intermédiaire, on a une priorisation des contenus qui concernent les niveaux novices et intermédiaires, mais sachez que les niveaux avancés et experts, eux, seront bien explorés par la suite. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc, on a une généralisation qui a été annoncée pour l'année scolaire 2025-2026, mais sachez que au moment où je vous parle, depuis la fin du mois de septembre, on a une phase pilote qui est en cours dans l'ensemble des académies, des régions académiques, qui concerne 140 établissements, des collèges, des lycées, qu'il n'a pas été difficile de recruter. Vous l'imaginez, il y a un réel intérêt autour des enseignants qui connaissaient déjà l'écosystème PIX sur ces nouveaux parcours. L'objectif de cette phase pilote, c'est de faire en sorte que le contenu qui sera livré puisse répondre aux besoins de formation que je vous ai explicités juste avant. Et donc pour ça, le GIP-PIX travaille de manière très agile avec les établissements qui sont engagés, en récoltant des retours d'expérience, en interrogeant, en se déplaçant,
On m'aurait dit que, par ailleurs, lors d'une séance observée par le GIPPix, un enseignant aurait déclaré les élèves adorent les parcours que vous avez mis en œuvre. Si vous voulez revenir toutes les semaines, vous êtes les bienvenus. Donc je vous laisse mesurer ce que ça signifie en termes d'adhésion déjà du public sur ces parcours Pixia. Et surtout, donc, on l'a dit, de consolider les choix pédagogiques qui sont opérés. J'ai parlé tout à l'heure d'évolution des cadres de référence. Je vous en montre ici un exemple. Qu'est-ce que ça signifie inscrire l'IA ou articuler nos cadres actuels avec l'IA ? Eh bien, par exemple, dans les compétences liées à la création de documents multimédia, c'est le grand domaine 3, eh bien, on peut tout à fait, non pas casser le cadre et rajouter de nouvelles sous-catégories, mais bien considérer qu'aujourd'hui, en 2025, au moment où je vous parle, une compétence... Il s'agit donc d'interagir avec une IA générative pour créer du contenu. Cette compétence, elle peut être déclinée à différents niveaux de maîtrise, du novice au plus expert. Je passe rapidement sur ce point. Et pour parler aussi d'un enjeu capital, puisqu'il s'agit bien évidemment donc de former l'ensemble de nos élèves de quatrième, de seconde et de première et de CAP pour commencer, mais on a aussi nécessité à former nos enseignants. On sait, on l'a rappelé, que les académies ne nous ont pas attendus pour former les enseignants. Vous pouvez regarder aujourd'hui les contenus qui sont proposés par les écoles académiques de la formation continue et qui contiennent, dans l'ensemble des académies, des actions de formation sur l'IA. Néanmoins, il est important aussi de vous parler de ce dispositif qui est mis en œuvre depuis 2021 maintenant, qui s'appelle Pix plus Edu, qui vise à développer les compétences numériques des enseignants, des enseignantes, des personnels d'éducation, CPE, et qui vise surtout à valoriser leur niveau de compétence, leur maîtrise des compétences numériques professionnelles. J'aurai à en reparler après. Sachez que ce dispositif, qui est donc basé sur des parcours en ligne sur la plateforme Pix, va se voir agrémenté, augmenté d'un parcours spécifique apprenant sur l'IA, dont les contenus, dont les modules de formation sont conçus en collaboration entre le GIPPix bien sûr, mais aussi l'opérateur de formation des enseignants et des personnels, le réseau Canopé. Et c'est l'occasion de souligner cette collaboration fructueuse entre le GIP et l'opérateur sur ces contenus et sur le dispositif Pix plus Edu. Donc, je l'ai dit, à partir de janvier, un parcours apprenant avec d'abord 2 premiers modules qui seront proposés aux enseignants, en plus des modules qui concernent les IA dont je vous ai parlé précédemment. Un premier module qui vise à permettre aux enseignants de s'emparer, de s'approprier le cadre d'usage de l'IA et dans l'éducation, vraiment le niveau 1, et un module de niveau intermédiaire, de niveau 2, qui là vise à interroger l'impact, et je sais que ce sujet a fait l'objet de nombreux échanges sur cette scène et dans cette salle depuis le début d'Educatech et qu'il continuera à en avoir, donc l'impact de l'IA sur les pratiques pédagogiques, en particulier sur l'évaluation. Un élément important que je voulais vous souligner, c'est que les parcours Pix plus Edu font l'objet depuis la rentrée scolaire, novembre, font l'objet de la délivrance d'une attestation de compétences numériques professionnelles qui vise à valoriser l'engagement de l'enseignant, de l'enseignante, du personnel d'éducation dans cette démarche de développement des compétences numériques. Donc, si ce sujet vous intéresse, il n'y a pas de QR code qui est présent sur cette slide. Néanmoins, je vois qu'il y a beaucoup de smartphones qui sont sortis. Sur votre navigateur, c'est très simple. Vous pouvez taper edurl.fr/Pix plus Edu et vous tomberez sur le parcours magistère accessible en auto-inscription qui vous renverra vers les parcours Pix plus Edu. Je crois que nous arrivons au bout. Presque. Voilà. Presque. Et donc, sur un point, on voulait insister. Donc, vous avez compris que jamais, nous n'avons eu un tel besoin de formation systémique. Des élèves, naturellement, ça c'était comme avant, mais des professeurs, des formateurs, des inspecteurs, des cadres, des chefs d'établissement. Et dans l'éducation, ce n'est pas la première révolution industrielle qu'on traverse, mais la précédente, elle avait pris 20 ans. 20 ans, ça laisse le temps de voir venir et de se dire on verra bien. La révolution industrielle actuelle, celle de l'IA générative, elle va se produire en 3 à 5 ans. C'est très rapide, donc ça va être très violent. Et donc là, on est dans une situation où les enseignants se doivent de se former, d'être formés, responsabilité du ministère, être formés, se former, responsabilité de cadres que sont les enseignants chargés de l'éducation, qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas l'IA. Parce que, comme on le disait, l'IA permettra de faire le meilleur si c'est mis entre de bonnes mains, ou le pire si c'est mis entre mauvaises mains. Et pour cela, donc, y compris pour voir venir le monstre, parfois,
il est bon que les enseignants, quelle que soit leur appétence pour le numérique, se forment sur ce sujet-là, non pas pour devenir des bac plus 5 en claquant des doigts sur l'IA, mais pour être initiés à un niveau 1. Initié, c'est le terme, voilà, avoir cette culture minimale qui permette de comprendre le monde tel qu'il vient, avec ses forces et avec ses travers. Donc ce sujet-là, il est important qu'on s'en empare tous, dans la durée, et j'insiste, tu l'as dit, mais tu as cité les EAFC, les équipes académiques ont très souvent un immense temps d'avance, d'innovation sur les modalités de formation, avec des modalités qui sont très inspirantes pour nous, et c'est très bien ainsi que chacun innove sous l'autorité du recteur ou de la rectrice et court en avant parce qu'on en a très peu de temps. Pour finir, un monsieur qui n'est pas un pédagogue, mais qui était monsieur Draghi, a publié un rapport en octobre 2024 sur lequel il pose un diagnostic sur l'importance d'avoir un plan d'innovation au niveau continental européen, qu'il chiffre à hauteur d'un équivalent d'un plan Marshall pendant 3 années, et qui pose, donc ancien président de la BCE pendant la crise de l'euro, qu'il a sauvé donc, ancien Premier ministre italien, donc tout sauf un amateur, et qui pose que si un plan Marshall de type Marshall, équivalent Marshall, n'est pas mis en place au niveau européen, alors on assistera, je cite, à la lente agonie de l'Europe, qui deviendra un continent musée. Nous sommes 1 an après la publication du rapport Draghi, et pour l'instant, du côté de l'Europe, c'est plutôt un céphalogramme plat au niveau des dirigeants européens. Mais, parfois, des dynamiques peuvent se faire entre pays qui décident d'agir sans attendre d'être 27 d'accord, ce qui est complexe. Et par exemple, il y a 2 jours, la France et l'Allemagne ont décidé d'acter un partenariat pour doter les agents des services publics avec Mistral, le champion français, et SAP, le champion allemand, pour construire d'ici à 2026 des services souverains. Donc, parfois l'espoir est permis. Parfois, les choses se passent, c'est un peu tard, mais c'est encore temps. En Europe, nous avons la capacité de la taille critique pour avoir des modèles d'IA suffisants. On a le potentiel économique, on a le potentiel scientifique et on a la base culturelle. Disons-nous les choses simplement. Les Américains n'ont pas entraîné leur modèle sur leurs 250 ans d'histoire. Ils ont entraîné leur modèle en pillant, sans rémunérer correctement les ayants droit, la base culturelle européenne et reste du monde. Pas leurs 250 ans d'histoire, la nôtre d'histoire. Donc on a des grands prédateurs qui jouent avec nous, qui ne rendent de compte à personne sur leurs algorithmes, sur leur base d'entraînement, et ayez en tête que ChatGPT, l'éléphant dans la pièce, sa base d'entraînement repose sur 8% de base francophone. À quel titre on accepte de projeter un grand modèle de langage sur lequel on va reposer plein d'autres technologies qui se basent sur 8% de la base francophone quand on est francophone? Imaginez les autres minorités. À quel titre on décide que les grands modèles d'entraînement ne reposent que sur ce qui a été numérisé? Qu'en est-il des cultures qui n'ont pas été numérisées? Qui décide que la réponse doit être une moyenne? Qui décide de répondre à la question idiote de la couleur préférée des humains et de répondre bleu? Parce qu'en Californie, la couleur préférée des humains, c'est le bleu. À quel titre on décide de se laisser un peu coloniser par ces représentations? Nos modèles, franco-allemands ou qui viennent d'autres, n'auront pas moins de biais, mais ce seront nos biais. Et ça, ces biais sont corrélés très fortement à notre culture. Donc il est temps, même si c'est un peu moins performant en apparence initialement, de se dire qu'il serait bon de rester le plus durablement possible entre gens qui se respectent et qui partagent un socle de valeurs, et qu'on ne repose pas sur des technologies qui, sur une colère d'un Elon Musk, pourraient être coupées du jour au lendemain. Le danger est gigantesque sur la qualité de ce qui est délivré. En 2025, on est sur un point de bascule. L'essentiel de ce qui est publié sur Internet a été publié par des bots. Imaginez ce qui va passer quand on va réentraîner nos modèles, on fera des moyennes de moyennes, je vous souhaite de deviner la qualité de ce qui va être produit. Et à quel titre on accepte de considérer que ce qui est le plus probable est ce qui est le plus moyen? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution dans la durée. Et on a la chance d'avoir d'autres choix. Le choix est très étroit entre 2 propositions mondiales actuellement, la Californie et l'extrême Est. Et en Europe, on doit pouvoir dessiner une trace. Il nous reste 2-3 années d'après le diagnostic de M. Draghi. Donc on invite chacun à courir très en avance de phase en académie, parfois très en avance de phase sur ce que fera le ministère. Et nous, on essaie de faire ce qu'on peut pour avancer, mais clairement, formons massivement les élèves. Et c'est une occasion de se former aussi tous, de progresser. Il nous reste 15 minutes.
On restera disponible tout demain aussi sur le stand du ministère et à distance via les DRAN évidemment et les DRASI à votre disposition. Et on peut donc prendre quelques questions si vous avez des questions. Mais à cette heure-là, c'est que des questions super difficiles, d'accord ? Moi, j'avais juste une question, mais ce n'est pas une provocation. Vous avez commencé en disant que l'enseignement, c'est l'humain. C'est les échanges entre humains, etc. Et vous nous présentez ensuite PIX, qui était une base de formation, c'est-à-dire qu'on évaluait les élèves et on pouvait les former ensuite, comme transformé maintenant en super formateur qui remplace du coup l'humain ? Absolument pas. L'idée, c'est pas de mettre l'élève face à l'écran et juste qu'il fasse du PIX. Dans les instructions et les consignes qui paraîtront dans cette note de service dont je vous ai parlé, l'idée, c'est vraiment que la passation de ce parcours, elle se fasse en classe avec un professeur, une professeure, un membre de l'équipe éducative, et qu'il se passe quelque chose sur le plan pédagogique. Donc il n'est pas question de déporter le développement des compétences numériques juste en mettant un élève face à un écran. C'est aussi pour ça que j'ai rappelé juste avant que le développement des compétences numériques, il n'est pas simplement lié à ce que le ministère met en œuvre avec PIX, il est vraiment au cœur des enseignements et des séquences pédagogiques que les enseignants et enseignantes mettent en place au quotidien. Maxime, tu l'as dit, je me permets de compléter. En fait, les Français, on est assez omnubilés par l'évaluation. Avec les résultats que tout le monde connaît, on est vraiment les meilleurs dans tout, c'est bien connu. Tous les rapports nous disent qu'on est toujours super bien classé. Non, c'est pas le cas. Vous avez tous vu l'enquête Thalys, par exemple, etc., etc. PISA. C'est une occasion, là, les IA génératives. On le dit au ministère, mais en académie, ils sont très au clair aussi sur ces sujets-là. Les IA génératives sont des révélateurs et des catalysateurs très anciennes problématiques. La question de l'évaluation, la question de la triche, la question de la différenciation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ces problèmes-là ne sont pas nouveaux avec les IA génératives. On aurait dû se poser et régler ces problèmes-là depuis bien longtemps. Et donc, sur PIX IA, c'est un objet, un matériau de formation, d'abord. Pour une fois, on n'est pas omnubilé par l'évaluation. Et en fait, pourquoi c'est important d'avoir ce matériau national ? C'est qu'on est très démunis en classe. Tout le monde ne peut pas connaître tous les sujets autour de l'IA. Et comme on a décidé d'avoir un choc systémique en première année de CAP et seconde, on outille avec un outil de formation d'abord, qu'on va mettre à disposition. Et donc, on espère que, vous voyez, en 2-3 ans, nos élèves auront été exposés 2 fois à des contenus de formation de maturité différente, de difficultés différentes. Et comme Maxime le disait, en plus, ça s'adapte suivant où en sont les élèves. Soyons très clairs. Il y a des élèves en classe de seconde qui en savent beaucoup mieux que peut-être la moitié de la salle ici présente dans leurs usages. Par contre, ils ne sont pas forcément très critiques dans leur usage, ils ne se mettent pas forcément à distance. Ils pensent que ce qu'ils voient est vrai. C'est tellement réaliste que ça doit sans doute être vrai. Et on n'a pas dit, mais on est obligé de faire un pas de côté qui est très douloureux pour les formateurs et les enseignants, c'est qu'on doit re-questionner nos fondations. Personne n'apprécie de refonder, de re-questionner ce qui a été une fondation. Alors je prends un exemple très simple. Pensée égale langage, langage égale pensée, Vygotsky et Piaget, que tout le monde connaît ici. Là, il y a le langage massif, mais il n'y a aucune pensée. C'est peut-être bien que chaque enseignant en ait bien pleinement conscience et qu'on verbalise très régulièrement le fait qu'il y a langage, mais qu'il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de réponse cohérente à comment tu te sens ce matin. C'est un modèle mathématique statistique qui ne comprend rien à ma réponse. D'accord ? Et là, il y a un trouble qui se produit avec les élèves. Donc ça doit être abordé. Et ces éléments-là de mise à distance doivent être clarifiés à l'école. Si ça n'est pas fait à l'école, les titans de la tech continueront à capter l'attention de nos élèves, pas pour élever leur niveau intellectuel. Voilà, c'est un élément de réponse, mais clairement, il y a des enjeux pour maintenant et tout de suite, et c'est des enjeux urgents. Ce ne sont plus des options. Il y a 4-5 ans, quand on travaillait déjà au ministère avec mon collègue Alain Thier, notamment Isabelle Masseran, etc., les gens nous regardaient en disant « Il est sympathique votre sujet, mais il est périphérique ». Maintenant, je pense que tout le monde a bien compris qu'il y a une question existentielle pour les démocraties, pour rester longtemps en démocratie. Et si vous regardez un peu les données, le nombre de démocraties dans le monde n'est pas en augmentation. Il y avait une question ici, Axel. Je crois qu'il y avait juste une question ici avant moi. Ah pardon, excusez-moi, allez-y. C'est une question courte, mais je disais par rapport à PIX, justement, IA, le problème c'est qu'il y a des élèves qui arrivent en seconde ou en CAP, mais qui ne savent pas du tout utiliser un ordinateur. Et donc, direct, les confronter à l'IA, alors qu'en fait, ils ne savent même pas comment faire un point sur un clavier, c'est très compliqué. Et du coup, le faire en terminale, peut-être CAP, où il y a un petit peu plus de savoir, ce serait peut-être plus intelligent, entre guillemets, parce qu'ils sont confrontés déjà à beaucoup de choses en seconde.
Et retarder, en tout cas, la confrontation à l'IA peut amener à des débats plus critiques, justement. Merci. On l'a dit, la confrontation à l'IA, elle est déjà en œuvre. Les élèves sont majoritairement toutes et tous usagers de l'IA aujourd'hui. Donc, la nécessité, elle n'est pas de mettre les élèves face à une IA, elle est de les questionner, enfin de leur permettre d'adopter un pas de côté, un recul, pour avoir une approche critique de l'IA. Ensuite, sur la question des choix qui ont été opérés, quatrième et seconde, ils sont liés, on l'a dit, au cadre d'usage de l'IA en éducation. L'année de quatrième, elle est importante puisque dans le cadre d'usage de l'IA en éducation, il est précisé que les élèves peuvent, sous la surveillance et la direction de leur enseignant, utiliser une IA générative en classe. Donc elle est aussi là pour accompagner les élèves dans leurs premiers usages de l'IA en classe, pas les premiers usages réels, puisqu'on l'a dit, hein, ils sont quasiment toutes et tous consommateurs de l'IA de manière active ou passive. Ensuite, sur la question de la terminale, je pense que c'est une année qui est déjà bien chargée sur la préparation du baccalauréat. Et en plus, vous le savez, il y a une certification des compétences numériques avec PIX qui est déjà à l'œuvre. Donc je pense que c'est ça qui éclaire les choix qui ont été faits en termes de niveau d'âge, de classe d'âge qui seront touchés. Oui, j'ai une question par rapport à l'IA éducative souveraine. Alors, j'ai discuté hier avec une équipe qui proposait des corrections des copies et qui a admis que finalement, ces copies étaient aussi passées par le filtre de ChatGPT, notamment pour le déchiffrage de l'écriture manuscrite. Et même s'il y a des protocoles qui font que ChatGPT ne peut pas conserver les données, je me pose la question de jusqu'où on se permet aujourd'hui à être souverain, même avec le plus grand effort qu'on fait. Merci pour votre question. C'est une question difficile. Il y a le contexte pragmatique. Ça veut dire que là, actuellement, les titans de la tech ont un coup d'avance, un temps d'avance qui, sur la qualité du service, peut sembler être bien plus performante que des services qu'on aurait en souverain. Maintenant, nous, on doit répondre, est-ce qu'on accepte de rester captif d'un service pensé par d'autres qui ne rendent de compte à personne, voilà, centré Californie pour le faire pour l'essentiel, ChatGPT, en fait, et sur lequel, si un État, la France, pose des questions sur quel est votre algorithme, quelle est votre base d'entraînement, comment vous le régulez, quelle est la modération que vous exécutez, on ne répond pas à un État souverain, en fait. Donc, il vaut mieux accepter un service légèrement en retard, pourquoi pas technologique, mais qui rende des comptes, qui reste en citoyenneté, qui soit clairement aligné sur nos valeurs. Typiquement, ce que vous décrivez, je ne veux pas connaître le nom de l'entreprise, mais typiquement, ils ne sont pas conformes cadre d'usage. Et donc, ils ne sont sans doute pas conformes non plus RGPD, parce que la donnée manuscrite d'un élève sur une copie, c'est une sacrée donnée caractère personnel. Donc, je leur souhaite bien du courage pour inscrire ça sur le registre de traitement des données à caractère personnel de leur établissement, à la maille d'un établissement type lycée ou, pour le premier degré, au niveau d'une académie, d'un DAZEN pour être précis, sur un département. Mais clairement, on utilise le terme des fois, c'est le Far West autour de l'IA. Donc à nous de dire, on n'est peut-être pas obligé d'accepter un mauvais film, une série Z. Donc c'est à nous là-dessus d'être très vigilants, de donner des consignes très strictes. Alors les collègues, je vois que je salue les DRASI, ont aussi des DPD, donc des délégués à la protection des données, qui sont très exigeants là-dessus. À nous de nous réguler, c'est-à-dire que là, l'idée, j'insiste, je l'ai dit en introduction, c'est pas de répondre à tout le potentiel de l'IA, c'est pas qu'est-ce que peut faire l'IA, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire. Et la subtilité entre pouvoir et devoir est très importante si on veut rester longtemps des citoyens éclairés et qui ne subissent pas des services développés très loin de nos valeurs et par des gens qui ne rendent de compte à personne. Donc voilà, c'est une piste, hein, ça ne suffit pas. Donc on voit un peu du grand n'importe quoi parfois. À nous de cadrer et de ne pas qualifier ces services-là. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion qui était très intéressante. J'ai une question sur, est-ce que vous avez des exemples d'IA souveraine du coup? Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais je l'ai dit peut-être rapidement. D'abord, en équipe académique, il y a des tests qui se font avec des objets qui sont comme des prototypes. Alors, je prends un exemple très simple. Par exemple, Centrale Supélec, l'école supérieure, a développé des modèles qui sont disponibles pour tester des services. Et donc, ils gèrent sur leur propre GPU, avec leurs propres données, avec des algorithmes qui sont absolument transparents, des services mis à disposition pour explorer des premiers services, en tout cas pour tester. Mistral, entreprise française et fleuron européen désormais,
et SAP que là j'ai cité, avec les Allemands qui sont aussi les champions des IA génératives. Depuis 2 jours, un accord a été fait entre la France et l'Allemagne, donc au plus haut niveau, en fait, pour se dire qu'il y a un projet commun de développer une IA souveraine. Alors le terme souverain nous questionne toujours beaucoup. Donc là, au niveau de 2 pays, donc la souveraineté pourrait être questionnée, mais ce qu'on veut dire, c'est donc ni le Far West, ni l'extrême Est, en fait. Voilà, quelque chose qui relève bien de notre socle technologique, scientifique, culturel et économique. Donc c'est ça qu'on qualifie de souverain. Et par ailleurs, le ministère fait développer des services en s'appuyant sur la filière EdTech française, avec des laboratoires aussi français qui sont capables de développer des services pour lesquels on rend des comptes et qui sont hébergés en France avec des calculs français, des algorithmes transparents, etc. etc. Dans le futur P2IA, partenariat d'innovation geste professionnel à Cité Paris IA, on ira jusqu'à la complète transparence. L'intégralité des services, algorithmes, base d'entraînement, tout sera disponible. Tout sera à notre disposition pour le faire jouer sur nos propres serveurs. J'avais une question, mais qui est dans le prolongement de celle-là. Et pourquoi est-ce que vous n'imposez pas l'utilisation de Mistral par rapport aux autres LLM? Et puis sinon, j'avais aussi un partage à faire. J'étais scotché hier en faisant une formation devant des étudiants d'école de commerce. Pour la première fois, je demandais à l'assistance, est-ce que vous pensez que les IA sont aussi intelligentes que nous? Et ils m'ont répondu oui, de manière massive. Et donc ça illustre vraiment ce que vous dites, qu'on est dans un paradigme qui change à une vitesse folle, parce qu'il y a 6 mois, j'avais un non massif, et aujourd'hui j'ai un oui massif, j'en revenais pas même. Donc, alors, pour la deuxième partie, qui est plus simple, vous avez raison, et donc ça doit nous alerter. Si nous, on ne débunk pas cette fausse représentation de croire qu'il y a intelligence, il y a plus d'intelligence que les humains, c'est l'argument commercial des titans de la tech du Far West. C'est de vous prétendre qu'on est proche de l'IA générale. C'est pas apparemment l'impression de Yann Lequin, qui vient de plier bagages et de quitter Meta, en disant qu'on est dans une impasse technologique. On crame 4 fois la planète pour faire des chatons sur les épaules des mamies. Ça pose un petit souci. Et en plus, il dit on n'aboutira pas plus que ça. C'est subjugant sur la création d'images, c'est très impressionnant sur la production d'écrits, mais il pense qu'on est dans une impasse. La deuxième partie, donc c'est la partie clairement travail de débunker du faux. Non, ces modèles-là sont très performants de manière très spécialisée, mais ils sont incapables de s'adapter à un nouveau contexte. Donc c'est vraiment des grands modèles statistiques qui déploient le plus probable. Et ça doit nous questionner, nom de nom. Le plus probable dans un mot qui s'enchaîne, c'est très peu créatif. Par contre, ça sonne drôlement bien, c'est normal, c'est la moyenne, c'est ce qu'on s'attend le plus probable, etc. Donc clairement, il faut qu'on informe nos élèves de dire non, ça n'est pas plus intelligent que toi, ça parle bien, ça produit du texte, etc. Donc il faut qu'on soit très vigilant et qu'on parle de ces sujets-là très tôt. Parce que sinon, ça va rentrer dans leur représentation d'élèves et franchir ça, ça sera très complexe. Bachelard, Gaston, le grand, dans la formation de l'esprit scientifique, dit qu'on apprend toujours contre une représentation antérieure. Là, ce qui est en train de se produire, c'est l'obstacle épistémologique dans la formation de l'esprit scientifique 1938. Tout cerveau apprend toujours contre une représentation du monde antérieur. Donc il était plutôt sur la physique, mais ça vaut pour tout. Et il dit une chose très très importante que j'aime beaucoup reprendre. Il dit « Le réel n'est jamais tel qu'on pourrait le croire, il est toujours tel qu'on aurait dû le penser. » On est dans les années 20, milieu des années 20. Le réel à l'ère des IA ne devrait jamais être tel qu'on le croit, mais il devrait toujours être tel qu'on devrait le penser. Il faut vraiment qu'on creuse ça, et si on ne le fait pas à l'école, croyez-moi, personne d'autre ne le fera. Votre première question. Plus difficile, Monsieur Deneux, vous feriez un très bon ministre de l'Éducation nationale ou un très bon ministre de l'Économie qui donne des ordres. On fait partie, nous, de ceux qui pensent que oui, il serait temps qu'on arrête de béler et qu'on prenne des décisions qui nous sauvent. Voilà. Après, c'est très clair, à un moment donné, on ne peut pas juste être des consommateurs et juste attendre de savoir si le continent européen est un gentil continent de commerçants. Je crois me souvenir qu'on a su faire par le passé, envoyer des fusées dans l'espace, se donner des plans et de ne pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Donc on a tout pour réussir, j'insiste, mais à un moment donné, il faut que des gens prennent des décisions qui les dépassera à 10-15 ans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, je crois, en Europe. Hein. Pas qu'en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je crois que il reste 14 13 secondes. Donc on vous souhaite une bonne soirée et on reste disponible sur le stand du ministère ou à distance. Et on vous invite à vous rapprocher des équipes des DRAN et des DRASI sur vos territoires académiques qui innovent très en avance de phase en Europe, je crois. Bonne soirée à vous et merci beaucoup pour votre participation. Bonne soirée à toutes et à tous.